Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash. 4 invités, 3 sujets. Les invités, Yves Christen, Hilaire de Crémieux, Jacques Georges et François de Voyer. Je vais y arriver. Voyer. Messieurs, bonjour. Crémier. Crémieux. J'ai dit Crémieux? Oui. C'est pas bien. Ok, allez, une première claque. Il y en aura d'autres, vous verrez. Et les 3 sujets sont les suivants. Guerre Israël-Hamas, des fissures dans la classe politique française. On va examiner le sujet. Deuxièmement, à la suite de l'assassinat du professeur Darras, Gabriel Attal est venu avec des propositions. Je voulais qu'on les regarde et je voulais surtout que vous me disiez ce que vous en pensez. Et le troisième sujet, c'est des nouvelles du wokisme. Vous allez voir, la situation est bien bigarrée. Allez, à tout de suite. Alors, premier sujet, depuis l'offensive du Hamas en Israël, il y a eu largement le temps pour que la classe politique française se positionne. Et il me semble que l'on voit des béances à gauche, ça, on va revenir là-dessus, particulièrement dans ce qui se passe dans la NUPES, et quelques fissures à droite. Autrement dit, on est loin de l'unanimité que l'on pouvait attendre, espérer peut-être. Voilà, et le premier qui veut intervenir sur ce sujet, c'est Yves Christen. Oui, bon, il y a effectivement des fractures, des divergences. Quant au fond, personnellement, contrairement à ce qu'on dit généralement, je ne crois pas que cela va nuire à M. Mélenchon. Je dirais même plutôt au contraire. Car il y a une espèce d'arithmétique toute simple, qui est que globalement, la gauche, aujourd'hui, c'est Mélenchon. On l'a bien vu au présidentiel, candidat du Parti socialiste, 2%, Parti communiste, 2%. On voit bien que celui qui pèse, c'est Mélenchon. Et bien sûr, au deuxième tour des présidentielles, celui qui veut avoir un homme de gauche candidat contre Marine Le Pen, il faut qu'il vote Mélenchon. Le deuxième élément, c'est que la situation actuelle me paraît favoriser Mélenchon, car il a pris une position qui apparaît un peu dingue à la plupart des commentateurs, mais qui, à mon avis, va lui attirer la sympathie des milieux musulmans, islamiques, immigrés, car sa position est très forte, et d'ailleurs d'autant plus forte qu'il est critiqué. Donc ça le met en relief comme étant l'homme qui défend la cause palestinienne. Tout le monde défend un peu la cause palestinienne, mais lui, il défend la cause palestinienne de manière très forte. Alors je crois que, Hamas, pas Hamas, les musulmans, pas que les musulmans, mais les musulmans sont dans leur quasi-totalité favorables à la cause palestinienne. Donc je pense que la situation actuelle donne à Mélenchon un socle électoral tout à fait considérable, qui lui assurera un avantage par rapport aux autres candidats de gauche. Vous pensez que cette position de Mélenchon, elle est purement électoraliste ou c'est une conviction? Je pense que c'est un peu les deux. Je pense que c'est un peu les deux. Maintenant, c'est vrai que, ce faisant, Mélenchon a fait quelque chose d'assez extraordinaire sur le plan de la vie politique française, qui est d'avoir fait une rupture vis-à-vis de ce qui était le plus grand tabou de la politique. C'est-à-dire qu'avoir des propos qui fleurent l'antisémitisme, qui donnent l'impression, même si Mélenchon n'a pas tenu, à mon avis, de propos réellement antisémites. Mais enfin, ce qu'il a dit est suffisamment marqué pour que les gens comprennent bien que, voilà, qu'il est clairement contre Israël, qu'il n'est pas massivement préoccupé par le meurtre des 1500 Israéliens, et qu'il est plutôt de l'autre côté de la barque. Ça, je crois que c'est assez clair. Pourtant, oui, Jacques Georges, pourtant la gauche a toujours soutenu Israël. Oui, mais pour aller dans le sens des propos d'Yves Christen, c'est vrai que le concept de dominant-dominé, qui est très fort, pas seulement à gauche d'ailleurs, va dans ce sens-là. C'est-à-dire l'ancienne victime est devenue dominant, est devenue même raciste. Donc disons que cette position peut prospérer dans le futur, pas seulement à gauche. Bon, ça c'est vrai, mais malgré tout, on n'est pas encore un pays musulman, on n'est pas encore un pays dominé par les immigrés, on est un pays quand même de tradition chrétienne, et je pense que quand même c'est un pari perdant, quand même, le sien à long terme, je pense, du moins je l'espère. D'autant qu'électoralement,
on voit bien que la NUPES est en grande difficulté à la suite des difficultés au minimum pour LFI à nommer les choses. Bien sûr. Oui, mais ça divise la gauche, bien évidemment. Ça divise aussi la droite. On va peut-être y venir après. On va y venir, bien sûr. Bon. Alors, on donne la gauche morte et elle revient toujours, elle renaît toujours de ses cendres. Je pense qu'elle est en train de se reconfigurer. La gauche a l'habitude du ripollinage, du changement de façade, du changement de tête. Il n'y a pas ce culte de la personnalité comme on l'a à droite. Mélenchon, que je rejoins Yves Christen, à mon sens, fait un très bon calcul électoral. Il s'assure un socle que la démographie lui assurera forcément dans les décennies à venir. On le voit, il a un soutien massif des musulmans de France qui vont compter dans les prochaines élections. Si vous êtes certain de partir dans une élection en ayant, mettons, 10 à 12% des électeurs, à peu près, mettons 10%, vous pouvez ensuite changer de campagne, ce que fait toujours Jean-Luc Mélenchon, changer de direction, être beaucoup plus doux, être beaucoup plus aimable et réussir à rassembler bien au-delà de votre socle initial. Il faut se souvenir qu'en 2017, Mélenchon était donné à moins de 9%, il a fini à 19%. En 2022, je me souviens exactement à cette période, c'était la fin du mois d'octobre 2021, il était donné à moins de 9% encore. Il a fini à 20%. À plus de 20 même, presque 21. Donc, ne tuons jamais Mélenchon avant que lui-même ne soit vraiment à terre. C'est vrai que là, il s'est mis à flirter avec un sujet un peu plus épineux, qui est la question de l'antisémitisme, mais les rapports de force évoluent en France. La réalité, c'est que la communauté juive, qui avait une place importante, est en train de se faire damer le pion par la communauté musulmane, qui, sur le plan tout simplement démographique, sur le plan du chiffre, est en train de peser très très lourd dans les rapports de force de notre pays. Okay. Je vais faire le tour et je vais revenir sur cette position de Mélenchon et son impact sur l'électorat. Je crois qu'il n'est pas si clair que ça. J'ai l'air de craindre. Je partage totalement ce point de vue. Et puis, c'est quand même, je crois, profondément électoral. Il joue une carte et il sait que cette carte va lui rapporter beaucoup, même si elle ne lui rapporte pas tout. Et d'autre part, à partir de ce moment-là, il sera le personnage important de la gauche et il le restera. Pour le moment, évidemment, ça s'éparpille, les gens veulent rompre avec lui, mais qu'est-ce que va donner un fort, qu'est-ce que vont donner ces gens-là? Rien du tout. Donc, à la prochaine campagne électorale, ils seront ramenés vers le truc gagnant, comme toujours. Et de ce point de vue-là, c'est un très bon calcul. Mais pour ma part, ce que je trouve, pour ma part, alors là, pour la France, pour notre pays, effroyablement dangereux, c'est que une affaire extérieure, effectivement très grave, mais va entraîner chez nous des rapports de force et de rivalité qui vont être d'une effroyable dévastation. Ça, c'est non seulement à gauche. Conséquence, Hilaire, pour comprendre. Moi, je pense que les Français ne pourront plus raisonner par rapport à la France et par rapport aux intérêts français. On voit même Macron, il aurait dû essayer de prendre une position typiquement française, mais il court de l'une à l'autre sans choisir, et les Français, y compris à droite, on va en parler tout à l'heure, sont là à se disputer sur des questions qui sont certes très graves, mais qui relèvent de la politique extérieure, et ça tient au fait qu'en réalité, il n'y a plus d'État français, il n'y a plus de diplomatie française. Il n'y a plus de diplomatie française, donc c'est Mélenchon qui fait la diplomatie de son côté pour la France. C'est monstrueux. Voilà. Il fait la diplomatie. Oui, Christen. Vous avez parlé de Faure, soyons clairs, Faure, même Hollande, Valls ne représentent plus rien dans ce pays. Mais moi, je crois que Mélenchon a une chance non négligeable d'être élu président de la République. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu que, en gros, il y avait un trio, depuis les 3 dernières élections, qui se trouve à 20%, plus ou moins, etc. Et là, il y a quand même un élément nouveau, c'est qu'il n'y aura pas Macron. Donc, il n'est pas du tout évident que le clan macronien, d'abord, n'explose pas, et il n'est pas évident que le candidat, même s'il n'y en a qu'un qui représente le clan macronien, fasse l'unanimité de ce parti. Parce que si c'est quelqu'un qui vient de la droite, ce qui est plutôt le cas aujourd'hui, Darmanin, que sais-je, etc. Édouard Philippe. Mais enfin, ces gens-là ne vont pas nécessairement attirer l'électorat social-démocrate venu du Parti socialiste qui a fait élire Macron.
Donc on peut très bien imaginer aux prochaines présidentielles d'avoir Marine Le Pen à, je ne sais pas, 23, 24, 25%, d'avoir Mélenchon à 20, 21%, et d'avoir le candidat macronien à 19, 20%. Et qu'est-ce qui se passe au second tour? Il n'est pas du tout évident que Marine Le Pen soit élue face à Mélenchon. Édouard Philippe a bien précisé qu'il voterait plutôt communiste plutôt que Rassemblement National. Donc on en est là. C'est déjà ancien comme position. Oui, mais enfin, vous savez, les médias, les machins, si on a ce scénario, si vous avez Marine Le Pen à 25%, plus 7% de voix Zemmour, quelque chose comme ça, donc 30 et quelques %, et Mélenchon deuxième à 20%, les médias vont crier au loup. C'est certain, les fascistes sont en train d'arriver au pouvoir. Autrement dit, ça n'est pas une tactique de... C'est drôle parce que vous me surprenez. Vous pensez que c'est une tactique de second tour, alors que je pensais que c'était une tactique de premier tour. C'est une tactique de premier tour. Oui, moi aussi. J'ajoute tout de même, il me semble... de la position de Mélenchon. Toujours la position de Mélenchon. Mélenchon, on ne peut pas le soupçonner de méconnaître la situation au Proche-Orient, et d'avoir un tout petit peu de bouteille sur les questions géopolitiques. Il se doute, à mon avis, qu'Israël risque de très mal réagir dans les semaines qui viennent. Si la réaction du gouvernement israélien, c'est pas n'importe quel gouvernement, c'est Netanyahou, on est quand même sur un gouvernement particulièrement extrême, réagit trop brutalement, l'ensemble des opinions peuvent se retourner, et qui apparaîtra pour un résistant, la voix dans le désert, voilà, ben, ce sera Mélenchon. Et tout de même, les faits peuvent lui donner raison. Les choses sont inquiétantes. L'engrenage peut être particulièrement glaçant là. Quand on voit, je voyais une chose toute bête, hein, mais ce genre de petits, vous savez, de petites nouvelles qui vous met un peu de stress. Les croisières, MSC Croisières, a supprimé tout plan de navigation pour les mois qui viennent dans la zone. Bon, quand on voit les réactions de l'Iran, quand on voit les réactions des pays voisins, on peut se dire que tout peut péter d'un instant à l'autre. Et à ce moment-là, qui sortira du panier en disant « Regardez, je l'avais dit, moi j'ai joué l'apaisement », c'est Mélenchon. Mais enfin, on parle un peu trop de Mélenchon quand même. Là. Faut pas, la vie politique française ne tourne pas autour de Mélenchon, heureusement. Et puis il y a quand même quelque chose d'énorme. Je ne sais pas si vous avez écouté Marine Le Pen, mais enfin Marine Le Pen, pour une fois, m'a positivement surpris. Elle constate quand même que nous avons le même ennemi. On est dans le même bateau avec Israël, fondamentalement. Le même ennemi, c'est un peu... Ça, c'est quelque chose de solide et qui va durer. Et qui va faire... Donc cette position-là, elle durera le temps du futur égorgement. Hein. Mais je pense que fondamentalement, nous avons le même ennemi pour très longtemps. Et ça va nous souder autour d'une position qui sera nuancée, naturellement, et qui ne sera pas celle de Mélenchon, qui sera l'inverse de celle de Mélenchon. Juste un élément dans le débat. La position de Mélenchon, elle le noircit au point de vue de l'opinion publique. On voit bien, je vais le dire différemment, il y a quelques années, le grand Satan, c'était Jean-Marie Le Pen ou sa fille. Oui. Hein, dangereux, antidémocratique. Maintenant, celui qui a pris sa place, c'est Mélenchon. Or, est-ce que c'est une tactique de premier tour? C'est pour ça que moi je pense que c'est une tactique de premier tour qui ne fonctionne pas au deuxième tour. Or, certains d'entre vous ont l'air de dire que finalement, ça peut être une bonne tactique de second tour. Moi, je pense que c'est une bonne tactique de premier et de second tour, mais la comparaison avec Jean-Marie Le Pen est très intéressante, et notamment par sa limite. C'est vrai que Mélenchon est devenu le méchant. Mais il y a quand même une immense différence, c'est que globalement, on pardonne tout à l'extrême gauche. On a vu quand même des terroristes italiens, etc., ne pas être expulsés. On pardonne à l'extrême gauche. On ne pardonne rien à l'extrême droite. Et ça, je crois que c'est quand même un élément très fort de l'équation. D'ailleurs, on ne peut pas dire qu'on ait vu un effondrement de l'électorat en faveur de Mélenchon. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que les manifestations dans la rue en faveur de la Palestine et donc, quelque part, en soutien de Mélenchon, rassemblent trois pelés dans la rue. Hein. Il y a une vraie réalité. Ok. Alors, c'est la démographie qui nous départagera, en fait. Hein. Oui, mais là-dessus, justement... La démographie ou la démocratie? Excusez-moi, j'ai entendu démographie. Non, j'ai dit démographie à long terme. À long terme, c'est quand même bien la démographie qui gouverne tout. Bon, elle va dans le sens que vous dites, malheureusement. Mais enfin, malgré tout, la démocratie va corriger aussi. Hein. N'oubliez pas une chose, c'est que Mélenchon a dit, et c'est pas idiot,
il m'a manqué 400 000 voix. Il m'a manqué 400 000 voix. C'est en gros ce que fabrique la France chaque année avec les nouveaux immigrés, ou chaque année, ou tous les 2 ans, peu importe. Ça veut dire que chaque année, ceux-là, ils ne votent pas tout de suite, mais ceux qui sont arrivés avant, ils finissent par être sur le marché électoral. Donc chaque 2 années, Mélenchon récupère potentiellement les 400 000 voix qu'il lui a manqué depuis l'année. Oui, pour autant que ces nouveaux arrivants votent automatiquement. D'abord votent et ensuite votent Mélenchon. Parce que, à l'image des États-Unis, il n'est pas du tout certain que les migrants votent dans ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire un camp plutôt à gauche. Ça ne se passe pas exactement comme ça aux États-Unis. Il n'est pas certain que ça se passe comme ça en France. Comme ça. Mais l'immigration aux États-Unis n'est pas la même que celle qui est en France. Non. Et c'est la raison pour laquelle Mélenchon prend cette position. Ouais. C'est parce qu'il sait très bien où arrivent les voix. En attendant, électoralement, à court terme, éclatement de la NUPES, c'est quand même l'outil qui a permis à Mélenchon d'être fort. Oui, mais enfin, tout ça, c'est du court terme, c'est l'électoralisme, c'est des... Oui. Bon, mais à long terme, moi, je connais bien les pays musulmans, j'y ai travaillé, dans plusieurs. Donc, il n'y a pas plus conservateur que le monde musulman, même réactionnaire, on peut dire. Bon, à long terme, à long terme. Donc, vous avez raison. Pour des raisons tactiques, l'immigré, il est plutôt à gauche aujourd'hui, tout simplement parce que c'est celui qui lui ouvre les bras. Hein. Mais une fois qu'il est là, c'est autre chose. Et à long terme, ça n'ira pas dans ce sens-là. Je pense à la limite, si on pouvait blaguer, on pourrait dire la chance de la droite, c'est le monde musulman. Oui, les fameux ennemis communs. Ouais. Alors, justement, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je crois qu'on va un petit peu déborder. La position de la droite. J'ai parlé de béance à gauche, ça me semble évident. J'ai parlé de fissures à droite. Est-ce que c'est juste des fissures? Est-ce que vous voulez, par exemple, parce que vous avez dit que vous vouliez venir là-dessus, Jacques-Georges, qu'est-ce que vous voyez comme se passant à droite? À droite, quand même, très majoritairement, la droite s'est mise du côté d'Israël de manière très très nette et c'est pas seulement sentimental. Je veux dire, c'est soudé par l'idée que nous avons le même ennemi et que ce qui se passe en Israël aujourd'hui, ça va se produire demain chez nous. Ça, c'est quand même solide, comme c'est du rock. Bon, mais il y a tout de même, c'est pas toute la droite. Et à la droite de la droite, on le dit pas toujours, mais il y a beaucoup qui pensent que c'est le choix entre la peste et le choléra. Un petit peu la droite de la droite, c'est un petit peu ce qu'ils pensent. Mais malgré tout, je pense que la droite est quand même, je crois qu'elle est quand même en profondeur, même si c'est pas exprimé, elle est quand même divisée. Hein, il y a quand même un énorme problème à droite. Oui, c'est quand même la rupture par rapport à la politique du général de Gaulle. Car tout de même, ce que la politique globale de la droite, LR et d'ailleurs Rassemblement National, c'est une rupture totale par rapport à la position du général de Gaulle qui, incontestablement, ne se serait pas comporté, par exemple, comme Macron s'est comporté dans ces pays-là. Hein. Je comprends que c'est compliqué pour Emmanuel Macron. Il faut bien que s'il va là-bas, il est obligé de ménager la chèvre de chou. C'est très compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que la position de la droite et d'Emmanuel Macron n'est pas conforme à celle du général de Gaulle. Vous la rappelez en 2 secondes. C'était quoi cette position du général de Gaulle? Une position d'équilibre vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis du monde arabe, et avec quand même une espèce d'assez grande solidarité avec le monde arabe. On pourrait penser, aujourd'hui c'est pas possible à cause des événements du Hamas, etc., mais on pourrait penser qu'à plus long terme, ce serait une politique assez intelligente d'avoir en France une politique assez proche des Arabes dans les pays arabes et d'avoir sur le territoire français une politique assez hostile à l'immigration par des gens qui viennent de pays musulmans. Vous voyez, ça aurait été ça la position de Gaulle, je pense. Mais vous ne pensez pas que la France est déjà assez proche des pays arabes? On voit bien le soutien au Qatar. Il y a quand même beaucoup de proximité avec des grands pays. C'est le Qatar qui nous soutient, pas l'inverse, en fait. François de Voyer. C'est l'histoire de corruption, là. Non, je rejoins Yves Christen, effectivement. Moi, ce qui m'a inquiété, c'est l'unanimisme de la droite. Je me méfie toujours quand on parle d'une seule voix. Moi, j'ai senti qu'il y avait aussi une volonté de se laver totalement des accusations d'antisémitisme. Donc de hurler plus fort encore que ceux qui hurlaient déjà
très fort de manière Et là, parfois... vous parlez de quoi? Du Rassemblement national? En particulier Reconquête et le encore... Rassemblement national, où on a vraiment senti qu'il y avait un côté « regardez, on peut plus nous accuser d'antisémitisme, puisqu'on est tellement derrière, tellement en soutien d'Israël que voilà. » C'est une recherche de respectabilité. Oui, exactement, il y a une recherche de respectabilité, c'est très clair. Et ce qui me dérange aussi, et là on quitte effectivement les positions du général de Gaulle, c'est que la droite importe le conflit israélo-palestinien en France. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment que le sujet est si chaud qu'il s'agit des intérêts directs de notre pays qui sont en jeu. Enfin, on reste... Alors, la première expérience de ce conflit, c'est tout de même qu'on ne mélange pas deux peuples impunément sur une même terre, ça c'est certain. D'où mon désaccord avec Jacques Georges tout à l'heure, en disant c'est la situation parallèle à la nôtre. Ben non, Israël et Palestine, les deux peuples sont séparés. Pas de manière étatique, pas de manière parfaitement formelle, mais c'est deux peuples qui vivent, qui ne sont pas imbriqués. En France, nous, on est mélangés à des gens qui parfois partagent largement les thèses du Hamas. Donc on peut justement pas réagir comme Israël. C'est bien le sujet, c'est bien pour ça qu'on a un Mélenchon et qu'un Mélenchon n'existe pas en Israël. Donc je trouve que comme souvent, que la droite manque un peu de réflexion, manque un peu de recul et manque un peu de hauteur. Vous pensez qu'elle aurait dû avoir une position plus nuancée? Un peu plus nuancée, surtout un peu... Oui, j'ai trouvé qu'il y avait des excès de langage. Quand, comme je l'ai entendu, on compare... qu'il ne faudrait pas d'État palestinien parce que ce serait recréer Daesh. Là, on est quand même très, très, très éloigné des thèses, effectivement, du général de Gaulle. Je pense qu'il faut être un peu plus mesuré. C'est dommage que la droite ne prenne pas le temps de la réflexion. Oui, mais est-ce que, pour reprendre le mot d'Yves Christen, le général de Gaulle, qui pourrait aujourd'hui se permettre de définir le peuple hébreu comme peuple d'élite, sûr de lui et dominateur? Qui va dire ça à la télé aujourd'hui? Mais pourquoi le dire? Non, mais je crois que tout de même, pour que quand même des gens qui nous écoutent, qu'on soit clair, je crois qu'il est légitime pour des gens de droite ou de partout de dénoncer l'horreur épouvantable des crimes du Hamas. Je crois que c'est quand même une chose à laquelle on peut tous adhérer. Et c'est normal que tout le monde l'ait dit. Enfin, Mélenchon l'a dit moins fort que les autres. Hein. Mais on peut très bien avoir une politique disant que c'est un crime épouvantable, mais que néanmoins, il ne faut pas oublier qu'il y a dans la cause palestinienne des choses qui ont une forme de légitimité, sans pour autant approuver évidemment les crimes du Hamas. Hein, c'est pas la même chose. C'est intéressant cette position, parce que moi, il me semble qu'on ne peut pas le dire en France. Aujourd'hui, c'est difficile. C'est la position plus ou moins de tout le monde quand même Mélenchon. De Mélenchon jusqu'à la droite de la droite, tout le monde dit que le Hamas... On ne dit pas que ce sont des terroristes. C'est vrai, c'est le mot terrorisme ne passe pas. Mais tout le monde dit pas. Tout le monde quand même dit que c'est une horreur. LFI dit que c'est une évidence. D'ailleurs, bon, c'est même pas discutable. Okay. À partir de là, il y a un dégradé de considération un petit peu plus fine. Voilà tout ce qu'on peut dire. En l'occurrence, Marine Le Pen a fait un magnifique discours devant l'Assemblée qui m'a semblé très équilibré, beaucoup plus gaullien que les aboiements de certains de ses représentants, qui là étaient excessifs et reniflaient un peu la recherche de respectabilité. Oui, elle n'a pas été si loin justement du général de Gaulle, à mon avis. Hilaire de Crémier. Je dirais pour moi, je partage totalement tous ces points de vue, mais le vrai problème, c'est qu'on n'a pas un État suffisamment fort pour avoir d'une part une diplomatie et d'autre part une politique intérieure. Et c'est ça le drame. Et c'est un drame qu'on va subir très longtemps, parce que des discours, c'est très bien, on peut en faire de très beaux sur le sujet et avoir des positions très équilibrées, mais encore faudrait-il avoir un État capable de mener une politique extérieure d'un côté et une politique ferme, intérieure, et distinguer les choses. Et là, est-ce qu'on n'est pas prisonnier de l'Europe, d'une certaine manière? Complètement prisonnier de l'Europe. Et puis, on va bien dire, enfin, il faut dire peut-être les choses, je ne sais pas si c'est permis ici, mais nous avons comme chef de l'État un garçon parfaitement immature qui répète ses cours de Sciences Po et qui n'envisage pas les conséquences des propos qu'il tient. Il paraît que même ses conseillers ont été atterrés par les propos qu'il a tenus dans le cours de son déplacement. Et ça, c'est dramatique. Il y a le déplacement qui a lieu actuellement alors qu'on enregistre. Oui. Je vais proposer un numéro vert, je pense, pour régler les drames du Proche-Orient.
Il n'est pas à la hauteur, ça, c'est certain. Il n'est pas à la hauteur. Et il faut un chef de l'État et un État. Il a tué la diplomatie, Et il a tué la politique intérieure, on va en parler tout à l'heure. Donc, on peut pas... Est-ce qu'on ne peut pas dire que le président de la République, ne se précipitant pas en Israël, au contraire, a pris le temps d'avoir du recul, de ne pas réagir de manière émotionnelle? Ne pas se rendre sur place, c'était très bien. Le problème, c'est les propositions qu'il a déroulées qui sont... absolument abscons, absurdes, insensés. Enfin, recréer la coalition de l'anti-Daesh, ça n'a aucun sens. On peut dire qu'il lui manque... Bon, c'est un type brillant qui peut séduire par certains côtés. Moi, je suis entouré d'amis qui l'adorent. Mais il lui manque le sens du tragique et du long terme. C'est ça. C'est ça son problème. Il manque de maturité, de tragique et du long terme. Or, l'histoire est tragique, qu'on le veuille ou non. Voilà. Et particulièrement actuellement. Ah bah particulièrement en ce moment, bien sûr. Okay. Allez, on a très largement dépassé. Je vais vous dire, j'étais à la limite de casser toute l'émission et de continuer sur ce sujet. Mais je crois qu'on aura l'occasion de revenir. Allez, on va passer au deuxième sujet. Vous savez que c'est Attal, l'assassinat d'Arras. À tout de suite. Est-il besoin de revenir sur l'assassinat de Dominique Bernard Arras? Ça a été un grand choc en France qui a fait écho à celui de Samuel Paty. Il y a eu des positions assez fortes, me semble-t-il, de Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, en gros, qui a dit, à la suite de l'hommage, il y a eu 500 contestations dans toute la France, et il y a eu 180, 160, les chiffres divergent d'élèves qui auraient proféré des insultes, proféré des menaces, et ceux-là, il faut les exclure. Je voulais qu'on parle de ça parce que, est-ce que la réponse est à la hauteur? Et si elle l'est, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose pour que ces contestations cessent, pour que ces élèves soient isolés, soient renvoyés? Je ne sais pas. Voilà. Hilaire. Je crains que non. Vous répondez directement. Ah oui, moi je crains que non, pour une raison très simple, c'est que le ministre Attal fait comme s'il avait un État derrière lui et comme s'il avait une éducation nationale à sa main et qu'il pourrait diriger comme il l'entend. Et en réalité, nous avons importé déjà ces faits, le problème chez nous. Il est là et il est au cœur de notre cité, il est au cœur de notre éducation dite nationale. Et la difficulté qui va se montrer, c'est que plus on va manifester de la fermeté, plus cette fermeté paraîtra vaine parce qu'elle ne se réalisera pas. Concrètement, il n'a pas les moyens. Comment, pour le moment, il s'agit, vous avez donné des chiffres de 200 personnes mais d'abord, premièrement, y a-t-il des établissements qui peuvent recevoir ces jeunes gens? Et ces jeunes gens, qu'on le veuille ou non, en principe, ils sont sur le sol français, peut-être même sont-ils français puisqu'ils sont nés en France, et par conséquent, ils sont soumis à la loi et ils doivent recevoir l'instruction que la République leur promet. Comment faire? Il n'y a pas les établissements, il n'a pas les moyens, et d'autre part, pour le moment, c'est une centaine, mais demain, ça va être des milliers. Qu'est-ce qu'on fera quand il y en aura des milliers? Parce que tout le monde sait qu'à l'heure actuelle, une bonne partie des professeurs, les chiffres ont été donnés, c'est environ 60% des professeurs s'autocensurent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus, on ne peut plus en France, ne serait-ce qu'apprendre l'histoire. Je prends un exemple, l'histoire des croisades. L'assassin cherchait spécifiquement un prof d'histoire et géo, pas un prof de maths ou pas un prof de philosophie, parce qu'on aurait pu imaginer que... Oui, alors je crois que Attal, il est là, il est chargé, après le désastreux Papendai, qui est cause de cette... Enfin, l'une des causes de cette déliquescence. Ça remonte à bien avant, mais Papendai était tout à fait... C'était d'ailleurs
je vais dire, non seulement une sottise, mais presque un crime d'avoir nommé cet homme à la tête de l'éducation nationale. Bon, il s'est trouvé clairement, le pendule va de l'autre côté. Voilà, et alors voilà, Attal est chargé par Macron, évidemment, parce qu'il est très proche de Macron, il est chargé de donner un coup de barre du côté de la fermeté, de l'ordre et des vieilles institutions républicaines de on va faire le tour. Mais je trouve votre point de vue très noir. Est-ce que vous êtes sur la ligne d'Hiller ou Jacques Georges? Ben moi, hier soir, sachant qu'il y avait ce sujet-là, j'ai tapoté ChatGPT. Oui. Gratuit, pas le ChatGPT 4. Vous avez soumis le problème à ChatGPT? Oui. J'ai soumis les 3 problèmes, mais je n'ai pas eu de réponse satisfaisante. Mais sur celui-là, voilà. Donc c'est pas vous qui parlez. Non, mais c'était pas. Pour une fois, la réponse n'était pas si inintéressante. Et alors, je résume. Gabriel Attal a annoncé plusieurs mesures pour isoler les élèves posant problème. Premièrement, renforcement des équipes éducatives. Embauche de 10 000 assistants d'éducation supplémentaires. Bon, on a plein d'argent, il n'y a pas de problème, comme chacun sait. Bon. Deuxièmement, mise en place de dispositifs d'accompagnement individualisés. Troisièmement, renforcement du dialogue avec les familles. Quatrièmement, lutte contre le décrochage scolaire. Et cinquièmement, renforcement de la politique de sanctions, quand même. Oui. Mais c'est écrit de telle manière que ce n'est pas des sanctions très méchantes, quand même. Enfin bon, donc c'est pensé un petit peu. Mais c'est évidemment pas du tout. D'abord, c'est trop en aval et c'est pas à la mesure du problème, bien évidemment, on est bien d'accord. Mais est-ce que la réponse de ChatGPT, là, elle ne mélange pas des propositions qui ont déjà 2-3 ans et qui ne sont pas celles qui sont sorties à la suite de l'assassinat? J'ai cru comprendre que si, justement, que c'était la politique de Gabriel Attal et du ministère. J'ai cru comprendre que c'était ça. L'accompagnement qui... C'est un peu en retrait par rapport aux propos de Gabriel Attal. Oui, c'est en retrait et c'est probablement... Oui, mais c'est probablement un peu comme ce qui s'est passé pour la diplomatie de Macron, c'est que les conseillers autour ont dit à Gabriel Attal et tout doux, tu t'imagines pas ce que ça représente, on ne peut pas y arriver. Donc il faut limiter la prétention. Ah, mais on est toujours déçus par ChatGPT. Jacques GPT, c'est drôle. Ah non, il ne faut pas m'identifier à ChatGPT. Ah non, s'il vous plaît. Je crois quand même que l'idée d'Attal n'est pas inintéressante, qui est de mettre ces gens-là, appelons ça comme on veut, les voyous ou autre chose, dans un établissement particulier, un peu comme sur le modèle des maisons de correction de jadis. Hein. Oui. Mais la question, ça n'est pas tellement les moyens de trouver des espaces, après tout on va pouvoir trouver des trucs désaffectés ou les mettre. La question de fond, c'est qui fera ce job? Ça ne peut pas être des enseignants. Les enseignants, ils ont peur de se faire couper la gorge dans une classe où il y en a 1 ou 2 ou 3 comme ça. Là, avec une classe où il n'y aura que ce type de profil à l'intérieur, il faut être un héros ou un fou furieux pour aller enseigner à ces gens-là. Ça ne peut pas être non plus les gardiens de prison, ce n'est pas tellement leur job. La seule solution, ça rejoint un peu une idée de Ségolène Royal, ce serait de mettre en place... Ces gens-là sont sensibles au rapport de force physique, de mettre en place des gens qui viennent des parachutistes, de la Légion étrangère, que sais-je, qui sont dans la force de l'âge, et auxquels ces petits jeunes ne pourront pas dire « je vais te casser la gueule », parce que c'est plutôt l'inverse qui se produira. Choisissant des gens qui seraient quand même capables de faire un enseignement qui d'ailleurs, à mon avis, devrait être presque essentiellement axé sur la gloire de la France, et avec une philosophie qui serait la suivante. Soit vous préférez partir, vous partez et il vous sera interdit de revenir. Mais partir de la France. En tant que citoyen français. Mais s'ils veulent partir et renoncer à leur citoyenneté, pourquoi pas? La deuxième possibilité, c'est de poursuivre ce cursus, et là encore avec 2 possibilités. Soit, j'allais dire, c'est un mauvais mot, de casser l'esprit de ces gens pour qu'ils se soumettent. Soit, deuxième élément, d'en faire un peu, là encore c'est un très mauvais mot, disons de la chair à canon. Alors ça ne tombe pas bien pour les guerres, puisque les guerres qui sont à l'heure actuelle en cours sont des guerres contre précisément... De la chair à canon, c'est-à-dire de les enrôler de force dans l'armée ? Non, les mettre dans des trucs qui vont être des tâches très dures, construire des ponts, que sais-je, aller à la guerre si la guerre est possible.
C'est-à-dire avoir une politique extrêmement dure. Il est hors de question que ce soit fait, ce que je dis là, bien entendu. Mais en tout cas, l'idée ne pourrait être que d'avoir une situation dans laquelle ces jeunes gens seraient mis en présence de personnel qui ait la capacité physique de leur en imposer. Déjà, la première solution, j'arrive, c'était de les exclure de l'école. Mais d'accord, vous les mettez où après Si vous les mettez dans la rue, c'est un problème. Oui. Non, bon, on ne peut pas. On peut pas. La loi républicaine oblige d'instruire ces garçons. Jusqu'à 16 ans. Jusqu'à 16 ans, oui. Mais justement, c'est maintenant des garçons de 12 ans qui se dressent dans la classe. On a eu un profil de ceux qui ont... Parce que, excusez-moi, je reviens peut-être sur une notion. 500 contestations, 160, 180 cas graves de menaces. Finalement, c'est rien sur une population de millions d'élèves. L'assassinat ignoble d'un professeur. Okay. Premier point de désaccord. Ouais. Franck, quand tu disais tout à l'heure, la France était abattue. Je pense, moi, que tout le monde s'en fout. C'est terrible à dire. Mais, hélas, Samuel Paty, oui, il y a eu des réactions. Puis, comme toujours, comme après les attentats, comme après les viols ignobles, comme après tous les faits divers les plus macabres, eh bien, les gens s'habituent. Ouais. Et c'est rentré dans les mentalités. Oui, l'école est devenue dangereuse. Oui, professeur, c'est devenu un métier à risque. Tout le monde le prend comme tel. Voilà, on s'habitue à la tiers-mondisation du pays, à son abaissement. Donc ça, c'est la première chose. Je vais vous surprendre en revanche, moi je trouve Attal brillant. On a dit tout à l'heure que Macron manquait de hauteur, était un très mauvais stratège, n'avait pas le sens du tragique ni de l'histoire, c'est vrai. À l'inverse, c'est un excellent tacticien. Et son fils naturel, c'est Gabriel Attal. Gabriel Attal, il faut le rappeler, à 34 ans, n'a jamais travaillé de sa vie, a déjà été ministre du budget, porte-parole du gouvernement et maintenant ministre de l'Éducation nationale. Bon, il n'a aucune compétence en propre pour gérer ce ministère. Mais il a tout de suite compris, est-ce organisé ou non? Moi, je pense que oui. Je pense que Macron organise toujours le pire, et annonce le pire plutôt, et organise une forme de chaos pour lui-même s'instituer en sauveur du chaos qu'il a lui-même semé. Je pense que Pape Ndiaye a été mis là pour pourrir la situation. Qui venait après Blanquer. Exactement. Qui avait plutôt la réputation d'un traditionnaliste. On met un an un type pas du tout taillé pour le job, et tout le monde le savait. Personne n'a compris qu'on puisse nommer Pape Ndiaye, qui n'était pas du tout fait pour ça. Il a d'ailleurs une retraite dorée, diplomate du Conseil de l'Europe, hein, très très confortable, très bien payé, bien mieux encore que ministre. Et donc on met ce Pape Ndiaye qui ne maîtrisait rien, il faut savoir, je l'ai su par un ami qui travaille au ministère de l'Éducation nationale, il n'avait ni la main sur sa directrice de la communication, ni même sur la personne qui rédige ses tweets. Enfin, tout était guidé par l'Élysée. Et on a ensuite Attal qui arrive au moment opportun, au moment où les gens n'en peuvent plus, où la question scolaire est un vrai enjeu et met presque en danger l'Élysée, ou en tout cas la possibilité de revenir pour Macron. Et on a Attal qui arrive comme un sauveur, qui réussit sa loi sur l'abaya. Dieu sait qu'il a fallu de moyens de l'État pour que ça se passe correctement. D'ailleurs, on se rend compte que si on veut que ça se passe bien, et ça a très bien fonctionné, si on veut que ça se passe bien, on le peut, mais il a eu à disposition des moyens étonnants, très étonnants. C'est vraiment le chouchou de Macron. Il expérimente l'uniforme à l'école. Vous voyez toute la stratégie. Là, on est dans le regarder. Macron peut aussi incarner le parti de l'ordre. Il ne le représente plus aujourd'hui, mais Macron a conscience du temps court. C'est un mauvais stratège, mais très bon tacticien. Il sait très bien que ce qui va compter, marquer l'esprit des Français, c'est la dernière année peut-être, éventuellement les 2 dernières années. Donc si Attal termine en apothéose, en remettant au carré les petits voyous des établissements, en excluant les mauvais éléments, en réinstituant l'uniforme à l'école, en supprimant les abayas, en luttant contre le voile, je vous assure que tout le monde va tomber dans le panneau. Et à mon sens, c'est une excellente tactique. Pardon, c'est une rampe de lancement. Je vous vois venir en vous disant qu'Attal serait sur une rampe de lancement. Je pense que c'est en tout cas, Attal est vraiment parmi les macronistes, c'est peut-être le rare qui sort du lot. Voilà. Il y a Darmanin, mais trop menteur, trop petit, trop imitateur de Macron. Attal a vraiment, d'abord c'est un très bon communicant, j'avoue. Même moi, je suis séduit quand il prend la parole. Si vous voulez, si on est objectif, c'est quelqu'un qui manie bien la langue,
qui est très fort. Il a été dans plein d'écoles, il est sympathique, il prend en photo avec les élèves, etc. Il avait fait une visite avec Elisabeth Borne. La pauvre, elle est passée, on aurait dit qu'elle était aux toilettes ou à la cantine pendant tout le temps. Il prenait toute la lumière. Elle était vraiment comme elle a un peu une tête de prof acariâtre d'ailleurs. C'est exactement. Exactement. Un Tourcoing. C'est ça. Oui. Et donc oui, brillant, bonne tactique. Et puis oui, pour autant, ces solutions sont... C'est des solutions de court terme, là encore, c'est de la tactique. C'est-à-dire que, oui, effectivement, si on met au pas avec des moyens importants dont l'État dispose encore, on peut éviter le pire, mais on ne réglera pas la question structurelle qui est liée à l'immigration de masse. Et ça, c'est le sujet. Et on va voir si Macron est intelligent, s'il veut vraiment s'assurer une réélection post éventuellement Marine Le Pen, dont il va pourrir le mandat, ou caser vraiment l'un de ses proches dès 2027, on va voir s'il est capable de faire une loi immigration stricte. Et là, je vous assure que s'il réussit à faire quelque chose de musclé, mais tout le monde va lui manger dans la main, et il va, hélas, noyauter, siphonner le vote RN et le vote de droite. Jacques Georges, je vous ai vu vous agiter. Oui, moi je m'agite souvent, mais c'est pas en vain. Surtout parce qu'on est sur des sujets un petit peu brûlants là et que tout le monde partage. Bon, mais enfin, si je comprends bien, Attal c'est l'après-Macron, c'est le même que Macron, un peu plus jeune que Macron. On aura un président de 37 ans, en gros, c'est ça. Voilà, qui sera le même que Macron, c'est-à-dire un bon tacticien qui n'a pas le sens du long terme et qui n'a pas le sens du tragique. Voilà, c'est la même chose. On recommence pour un tour. J'espère que ce ne sera pas le scénario. Hein. Bon, j'espère pas ça. Je n'y crois pas non plus. Il n'est pas dans les présidentiables pour le moment. Hein. On n'en est pas là. Hein. Oui, je suis d'accord avec l'analyse faite là par... Mais je ne suis pas sûr du tout qu'il aura les moyens de réussir son affaire. À mon avis, je reviens sur ce que j'ai dit précédemment, je suis sûr qu'il ne les a pas. Et d'abord, premièrement, il faudrait qu'il ait derrière lui l'ensemble d'un corps professoral uni. Okay. Donc là, il y a une dissension entre vous. Oui. Vous pensez, d'un côté, vous pensez qu'il n'a pas les moyens, et de l'autre, vous pensez, pour l'avoir constaté sur la Baïa, que quand on veut, on peut. Le vernis encore un petit peu. Ouais. Mais tant qu'il ne s'attaque pas au structurel. C'est le mot de la fin. Il y a deux choses. Il y a le fait de résoudre les problèmes, il ne les résoudra pas. Mais il y a le fait de parler. Et c'est déjà quelque chose, d'ailleurs. Hein. Le fait d'indiquer une direction, c'est déjà quelque chose, et n'oublions pas quand même que Sarkozy a réussi comme ça, par la simple parole, à piquer des voix de Le Pen. Hein. Donc le fait de dire quelque chose, même si on ne fait pas ce que l'on dit, parce qu'on ne peut pas le faire, c'est déjà un élément. Ok, je sens bien que sur ce sujet-là aussi, on pourrait rester très longtemps. Hein. C'est très intéressant. Malheureusement, je préfère qu'on mette un troisième sujet, d'autant que vous allez voir qu'il est un peu lié, puisque c'est celui, j'ai appelé ça les nouvelles du wokisme. Je vais partager avec vous, si ça vous a échappé, ce qui se passe en Californie, et on verra ce qui se passe en France à ce sujet. À tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Alors, j'ai appelé ce troisième et dernier sujet des nouvelles du wokisme. Alors, juste à titre d'exemple, en Californie, dans ce qu'on appelle les community colleges, c'est une forme d'université. Il y a des consignes pour les professeurs et il y a particulièrement des examens de conscience qui sont demandés aux professeurs pour prendre en compte leur position sur le racisme et pour questionner ceux qui diraient qu'ils ne sont pas racistes. C'est un des aspects de ce qui est dit en Californie. Ce sont des instructions écrites contre lesquelles de nombreux professeurs ont dit, par exemple, les profs de sciences disent mais de quoi parlez-vous, quoi ? Il y a, en quoi le racisme a-t-il quelque chose à voir avec mes matières ? Et ça nous vient directement des États-Unis. C'est une des dernières perles du wokisme. Je voulais faire avec vous peut-être un petit tour des dernières choses qui vous sont apparues. Peut-être aussi dire ce que c'est que le wokisme finalement, parce que c'est un grand mot un peu valise. Moi, je finis par plus savoir parce que
l'antiracisme, est-ce que c'est du wokisme ou finalement un rééquilibrage des choses? Je sais déjà que je dis des choses qui peuvent déplaire. Le respect des minorités, l'inclusion, est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on l'inclut dans le wokisme, dans l'évolution de la société? Voilà, Jacques Georges, en premier. Ben le wokisme, je ne sais pas si nos téléspectateurs parlent du wokisme tous les jours dans leur vie, mais enfin, c'est quand même quelque chose d'extrêmement puissant. J'ai entendu dire que dans certains pays anglo-saxons, notamment la Californie et peut-être un peu la Grande-Bretagne, il serait en train de plafonner et il y aurait un début de résistance. Tant mieux. Mais pour le moment, en France, ce n'est pas le cas du tout. Moi, je suis dans ma famille, il y a des proches du milieu de la recherche et de l'université. Je peux vous dire on n'en est pas là. On n'en est malheureusement pas du tout là. C'est devenu... Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était simplement une connerie de gauche de plus, et que c'était négligeable et que ça passerait avec le temps. Mais malheureusement, c'est pas ça. Le wokisme, c'est un salmigondis de dominant-dominé qui inclut toutes sortes de choses, qui inclut l'antiracisme, le féminisme, l'LGBTisme, la lutte contre... les nouvelles identités, moi je suis une tulipe ou je suis un castor ou n'importe quoi, tout ça c'est le wokisme. C'est un truc très très vague. Alors je peux vous donner quand même, comme c'est un sujet qui m'intéresse depuis un certain temps, je vais vous donner quelques mots. Encore ChatGPT. Quelques mots. Non, c'est de moi là, j'ai cherché. Alors, on vous écoute. Voilà les termes wokisme typiques. Blanchité, privilège blanc, fragilité blanche, hétéronormativité, hétéropatriarcat, société cis-hétéronormée, racisme systémique, genre assigné à la naissance, appropriation culturelle, invisibilisation, inclusivisme. Voilà, ça c'est le wokisme intellectuel. D'ailleurs, c'est un pléonasme. Le wokisme, il n'est qu'intellectuel, parce que la foule s'en fout. Mais enfin, malgré tout, c'est dominant dans certains milieux, notamment le poisson pourrissant par la tête. C'est plutôt dans les universités, y compris prestigieuses, que ça sévit. On l'a vu en Californie. François Devoyer. J'ai bien écouté ce que le castor avait expliqué. Ou la tulipe. Oui. Non, je suis d'accord largement avec cette définition. J'y ajouterais tout de même l'aspect religieux du wokisme. C'est vraiment une façon d'être au monde, d'abord, qui ne concerne que l'Occident. C'est totalement centré sur l'Occident. Il faut imaginer que, bien entendu, un Chinois ou un Arabe ou un Palestinien en ce moment se fout éperdument. Il n'a même pas l'idée, ça ne peut même pas pénétrer, je pense, son ethos et sa manière de vivre. Donc c'est un rapport précis à l'Occident qui est un rapport de culpabilité. L'idée étant que l'Occident est organisé en système de domination et qu'il faut être woke, éveillé, avoir conscience, les élus, voilà, c'est là que l'aspect religieux est important, qu'effectivement ce système de domination existe et qu'il faut le dénoncer. Système de domination, et là on n'a pas peur des contradictions, qui peut effectivement s'exprimer aussi bien dans l'antiracisme, l'islamophobie, que sais-je. C'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. C'est ça. Et ce terme est très important, d'intersectionnalité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les endroits où les luttes se rejoignent que et où finalement elles peuvent faire cause commune. C'est ça. Ce qui est un grand espoir. Les dominants contre les dominés, c'est ça l'architecture de base. Les dominants oppriment les dominés. Et les dominés, c'est tous ceux dont on vient de parler. Ils sont nombreux. C'est extensible à l'infini, d'ailleurs. En quoi, finalement, le wokisme représente des valeurs négatives? Parce que, finalement, être antiraciste, vouloir signaler que certains grands dignitaires du passé ont été des esclavagistes, ont fait leur profit de ça. Vous avez raison. Pourquoi est-ce mal, finalement? Ce serait une excellente chose si ça n'était pas centré sur l'Occident et sur la culpabilité. C'est ça qui est malsain. Si c'était une relecture historique, en réfléchissant effectivement aux différents modes de domination, mais c'est qu'ils sont toujours univoques. Toujours dans un seul sens qu'ils s'expriment. Il faut bien voir, le drame du wokisme, c'est pas tellement ça. Oui. C'est le fait que ça consiste à considérer que la vérité n'est proclamée comme vérité que si elle est conforme. C'est que si vous avez une vérité scientifique parfaitement établie,
mais qu'elle n'est pas conforme, elle est considérée comme une non-vérité. Vous avez un exemple de ça, où il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit? Écoutez, dans le domaine du sexe, les histoires d'hommes enceints, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, on déclare qu'on est ce qu'on veut. Enfin, c'est quelque chose qui est extravagant. Pardon, si je peux donner un exemple absolument merveilleux, c'est le cas de ce transsexuel qui est allé voir un gynécologue. Donc c'était un homme déguisé en femme, il n'avait même pas fait d'opération, donc et qui a été extrêmement choqué et a déposé plainte parce que le gynécologue lui a dit qu'il ne pouvait rien pour lui, que c'était un homme et qu'il ne soignait que les femmes. Voilà. Donc là, on est dans la négation de la réalité, d'où l'aspect religieux. Là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la foi, de la croyance. Est-ce qu'on n'est pas avec un zinzin, est-ce qu'on flirte pas avec un... Il flirte pleinement, c'est bien ce qui est inquiétant, parce que là, je rapproche les maladies mentales de l'adolescence. L'adolescence, c'est une période de fragilité. Je pense qu'on se souvient tous, c'était pas des moments très agréables. On comprend pas vraiment, nos corps changent, on sait pas où on habite, on sait pas d'où l'on vient, enfin, on remet beaucoup de choses en question. Et aujourd'hui, la réponse facile, c'est le wokisme. C'est merveilleux. Tout s'explique. Système de domination. Vous êtes mal dans vos pompes. Bah, en fait, vous avez été assigné garçon alors que vous êtes une fille. Problème vous êtes un peu persécuté en cours parce que les gens se moquent de votre voix qui mue. Ah ben, c'est du racisme. Si vous êtes racisé, si vous êtes une fille, c'est de la misogynie, etc. C'est une manière tellement simple de schématiser, de caricaturer le monde et d'expliquer à des gens de plus en plus incultes, parce que derrière le wokisme se développe sur le manque de connaissances, sur l'inculture. Moi, ce qui m'inquiète quand j'enseigne, c'est que parfois j'ai devant moi des élèves qui, à 20 ans, je parle de gens d'élèves de 20 ans, qui ont tellement peu de connaissances historiques qu'on peut tout leur faire gober. Et c'est là que s'installe le wokisme, ce qui s'installe avant tout sur l'ignorance. Donc le premier moyen de lutter, c'est tout de même de retrouver et de faire de notre culture et de l'enseigner. Mais bon courage, parce qu'effectivement, on parlait de l'éducation nationale, bon, je ne vais pas faire de lien avec les autres sujets, mais c'est tout de même très inquiétant. La question, est-ce que c'est en train de décroître ? Aux États-Unis, il y a les premières contestations. C'est-à-dire que dans 10 ans, nous, peut-être que ça va commencer à décliner. On a encore 10 ans devant nous à bouffer du wokisme matin, midi et soir. Donc, c'est pas très rassurant. Est-ce que ça va décliner ? J'ai des doutes. Voilà, pour terminer, ça va décliner, mais parce qu'on sera certainement remplacé par d'autres cultures qui, elles, ne sont pas fragiles comme ça. C'est un vrai état de fragilité d'une culture aussi, quoi. Hilaire de Crémier. Oui, moi je suis complètement d'accord. Et j'insisterai sur un point, c'est que au départ, quand même, c'était des théories françaises. D'ailleurs, là-bas, en Amérique, ça s'appelle French Theory. Oui. Et c'est né chez nous, et c'est le caractère intellectuel. Chez nous, c'est toute la descendance de Rousseau, et puis finalement, ça se termine avec Simone de Beauvoir, Derrida, Foucault, Deleuze, etc. Et chez nous, c'était très, très intellectuel. Je raconte une toute petite anecdote. Je me souviens quand c'était dans les années 60, en Sorbonne, le professeur à l'époque, qui explique déjà de façon solennelle que le personnage intéressant dans le Tartuffe, c'est Tartuffe. Parce que Tartuffe est un opprimé. On revient à cette distinction. Et donc, ce n'est pas... et que Molière avait une intention, en réalité, par en dessous, pratiquement de lutte de classe et de... Donc c'était du marxisme. C'était du marxisme, mais déjà du wokisme, en quelque sorte. C'est-à-dire, le personnage qui est en réalité l'horrible devient le personnage intéressant. Mais la French Theory, c'est un objet intellectuel. C'est intéressant de jouer avec les idées, quand même. Oui, mais c'est ça qui est terrible, c'est que cette affaire, elle nous revient maintenant d'Amérique. Elle nous revient d'Amérique. Elle est très bête, à mon avis, là-bas, parce que tout ce qui passe là-bas s'abétit. Mais ça va se cultiver chez nous dans un milieu qui est malheureusement déjà favorisé. Il faudrait rompre avec des idées avec lesquelles notre enseignement officiel est compromis, mais complètement. Et donc, il aura énormément de mal à résister au wokisme. Je crois qu'il n'est pas tout à fait légitime de faire... Il y a une certaine forme de lien, mais qui, à mon avis, est très ténu, avec Foucault, Derrida, Deleuze, etc., qui étaient... D'ailleurs, n'ont pas dit que des choses absurdes. Ce sont des auteurs intéressants, intellectuellement intéressants. Mais fondamentalement, je dirais que ça n'a rien à voir avec le mouvement actuel. Ces gens-là n'ont pas prétendu que les hommes étaient enceints aussi fréquemment que les femmes, vous voyez. Donc, on est quand même dans des univers qui sont
très, 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 très différent. Alors, quel est l'avenir de ça? Je dirais que je suis plus optimiste pour les États-Unis que pour la France. En France, globalement, ce machin-là, alors avec toutes ses ramifications, a pris de la haute main sur les universités. C'est-à-dire que, par exemple, il est impossible, je disais avec l'exemple californien, en France de préparer une thèse ou quelque chose comme ça sans écrire l'invitation avec des yels. Hein. Bien que ce soit normalement interdit, mais c'est obligatoire. L'écriture inclusive est obligatoire. C'est obligatoire, de fait. De fait, bien que ce soit normalement interdit par l'éducation nationale. Okay. Et on va donc fabriquer là quand même une génération de professeurs d'université qui sont quand même passés par là. C'est différent aux États-Unis. Vous parlez des community colleges. Les community colleges, ce sont des universités de seconde zone, genre IUT, mais qui sont surtout peuplées d'étudiants issus de la diversité, comme on dit maintenant, et dans lesquels il y a donc beaucoup de noirs, etc. Donc, si vous voulez, ça n'est pas la vraie population des grandes universités américaines. L'autre élément, c'est que l'Amérique est un très grand pays qui domine le monde sur le plan intellectuel. On peut le regretter parfois d'ailleurs, hein, mais dans lequel vous avez des universités d'excellence qui sont pour certaines du secteur public, mais vous avez aussi un grand nombre d'universités du secteur privé qui sont du plus haut niveau. Des gens que Stanford, par exemple, qui est aussi bonne que Berkeley, qui est à côté, l'University of Southern California, qui est aussi bonne que l'Université de Californie Los Angeles, des instituts de recherche, le Salk, la Scripps Kinix, le Caltech, pour ne me limiter qu'à la Californie. Vous dites qu'il y a une situation très contrastée. Oui, parce que dans ces établissements-là, les très bons, qui publient de la très bonne recherche, eux, ils vont dire qu'il y a un racisme systémique pour qu'on n'emmerde pas trop. Hein. Mais, globalement, je ne crois pas que ça va affecter fondamentalement leur recherche scientifique et expérimentale. Dans la France, c'est différent, parce qu'en France, il n'y a que les universités, les grandes écoles sont en dehors du système. Je veux dire, Polytechnique, ça sert à faire des banquiers, ça ne sert pas à faire des gens qui pensent. L'école normale supérieure, qui est une grande école, c'est une université, de fait. Donc, en France, il n'y a que l'université. Le professeur que vous êtes, François Devoyer, a constaté ces histoires de Yale, bien sûr. Autant on peut le voir un petit peu dans la vie de tous les jours, mais dans la recherche, dans l'enseignement, on en est là aussi. Tout fonctionne, l'histoire des idées fonctionne comme les épidémies. Donc là, on commence à voir... J'ai énormément d'amis qui enseignent partout, en public, privé. Moi-même le faisant, c'est devenu rare de ne pas avoir dans une classe au moins un enfant qui vous demande de changer de prénom en cours d'année ou qui change d'apparence physique vraiment de façon très radicale. On ne parle pas simplement de mettre des vêtements noirs et de faire le gothique comme on a connu dans nos jeunes années. Et donc ça se propage de cette manière. Et puis quand vous avez quelqu'un d'intime qui est comme cela, Jacques Georges en parlait pour sa propre famille, ça devient très délicat de juger, de condamner. Donc on finit par expliquer, par comprendre, par se taire, par cesser de chercher à créer du conflit et de la querelle. Et finalement, on rejoint le sujet initial sur l'immigration. Quand vous avez aussi bien dans des classes des gens touchés par le wokisme qu'une forte minorité d'origine immigrée revendiquant leurs racines, je pense que le pays finit tribalisé. C'est-à-dire qu'on finira comme les États-Unis. Les États-Unis s'en tirent mieux parce qu'ils sont faits pour ça. Vous pouvez très bien vivre sans croiser un woke aux États-Unis parce que c'est par communauté. C'est le terme d'ailleurs toujours, il est très actif dans sa communauté. Donc chacun vit séparément. C'est ce qu'on est en train de faire en fait. On est en train de se ghettoiser. Donc des bulles qui ont très peu d'interpénétration. Sauf que le problème, c'est que la France n'est pas faite pour cela. C'est un État qui a rassemblé une nation qui va exploser si on continue dans cette direction. Ce sera le mot de la fin, Jacques Georges. Quand même, bon, tout ça, malheureusement, c'est vrai, c'est un tableau très noir qui est dessiné, là, mais il y a tout de même l'accord de rappel du réel. Moi, j'ai tout de même confiance à long terme, quand même, que le réel existe, que les hommes ne sont pas enceints et que ces jeux de thèse aberrants qu'on voit fleurir partout finiront dans les poubelles. Donc, quand même, il y aura l'accord du rappel du réel, déjà dans le domaine économique, et puis dans d'autres domaines. Nous avons tellement de soucis majeurs, énormes dans le domaine économique, dans le domaine intellectuel, dans le domaine des arts, dans le domaine de tout,
que si on ne revient pas au réel, on est mort. Donc je pense qu'il y aura quand même un coup de talon au fond de la piscine. Vitale, quoi. Une pulsion vitale de la société. Voilà, absolument, globale. absolument. J'espère quand même, qu'avant de mourir noyé, il y aura un coup de talon. Voilà. Ok, on a largement dépassé le temps. Vous avez vu que cette émission a été avec trois parties un peu déséquilibrées. Je vous promets une chose, c'est qu'on va revenir sur ce sujet du wokisme. Parce que je crois qu'on a vraiment juste commencé à effleurer la question et que c'est un sujet de société très important. Je dois vous dire une chose, c'est que je regrette, alors qu'on est à la 132e émission, hein, ça commence à faire. Je vous promets qu'on va revenir parce que j'ai le regret de ne pas l'avoir abordé vraiment de cette manière avant. Voilà, on en termine là aujourd'hui. Messieurs, merci. Merci. Ça a été des sujets de fond, je crois, aujourd'hui. On va se retrouver dans 15 jours pour une nouvelle émission. Et bien, dans tous les cas, je vous souhaite de bien vous porter et rendez-vous très vite.